Alors, cas clinique numéro 2. Un homme de 75 ans est adressé aux urgences par le SAMU pour une douleur thoracique inaugurale. Donc, il s'agit d'un patient qui n'a pas d'antécédent et qui a comme facteur de risque cardiovasculaire un tabagisme actif important à 40 paquets années. La douleur a débuté il y a 1 heure, elle est plutôt épigastrique. À l'arrivée du SAMU qui a été appelé par son épouse, elle réalise un électrocardiogramme qu'on va voir ensuite. L'hémodynamique du patient, la pression artérielle est bonne, 14,7, aucun signe anormal à l'examen clinique. Donc voici l'électrocardiogramme qui est réalisé pendant la douleur. Première question, interprétez son électro, quel est votre diagnostic électrocardiographique et clinique? Deuxième question, comment traiter ce patient? La suite de l'énoncé. Dès l'hospitalisation, avant qu'on ait pu débuter le traitement, une grande dégradation de l'état hémodynamique, avec une hypotension artérielle, une sensation de malaise, des sueurs et des vomissements. Apparaissent une surgestion jugulaire franche. Quels sont les 2 diagnostics à évoquer dans ce contexte et comment les éliminer par 2 examens complémentaires simples? Interpréter l'électrocardiogramme qui est alors réalisé. Première partie et deuxième partie. Question suivante, quelles sont les possibilités de traitement du trouble de la conduction présenté par ce patient? Quels traitements sont alors contre-indiqués? Quelle artère est a priori atteinte? Et quelles complications mécaniques redoutées dans ce contexte? Alors, première question, interprétation de l'électrocardiogramme. Donc on reprend toujours dans l'ordre, même si le diagnostic peut paraître évident compte tenu de la douleur et de ce qu'on voit sur la repolarisation. Donc d'abord dire si le rythme sinusal est régulier. Donc en regardant D et 2, on a une onde P devant tous les QRS. Les QRS sont tous précédés d'une onde P, ce qu'on voit sur le tracé long qui est en bas. Donc c'est bien un rythme sinusal. Ensuite on voit que l'activité ventriculaire est bien régulière. Donc rythme sinusal est régulier. Ensuite il faut donner la fréquence. On prend le premier QRS qui se trouve sur une des lignes, 300, 150, 100, 75. On a entre 100 et 75 par minute, donc environ 85 par minute. Ensuite l'axe des QRS, ils sont positifs en D1, positifs en AVF, donc c'est un axe normal. Ensuite les ondes P, il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire gauche ni d'hypertrophie auriculaire droite. L'espace PR est normal, pas de BAV du premier degré. Ensuite on va rechercher la présence d'une onde Q, il n'y en a aucune sur les dérivations qu'on peut voir là. Ensuite donc on analyse la largeur des QRS, ils sont fins, pas de bloc de branche, et la repolarisation. Donc ce qui frappe tout de suite, c'est un sus-décalage du segment ST qui englobe l'onde T, qu'on voit en D2, D3 et AVF qui sont les dérivations du territoire inférieur. Et ce sus-décalage, il débute un petit peu en V5, on le voit nettement en V6, territoire latéral. Par contre, il n'est pas en D1 et AVL. En AVL, on note un sous-décalage du segment ST qui lui est un effet miroir du sus-décalage qu'on voit dans les autres dérivations. Donc, en conclusion, on a un rythme sinusal irrégulier aux alentours de 80 par minute. L'axe des QRS est normal, l'onde P, l'espace PA, les QRS sont normaux. Il y a donc un sus-décalage du segment ST qui englobe l'onde T, ça s'appelle l'onde de Pardy. C'est systématisé, ça veut dire qu'on le trouve dans des dérivations qui correspondent à un territoire, qui correspondent à une artère coronaire, dans le territoire inférieur et dans le territoire latéral haut. Et on a, ce qui est très important, un miroir dans le territoire latéral bas, surtout en AVL. Donc on est sûr de notre diagnostic. Donc il y a 2 manières de dire les choses. Soit on dit que c'est un infarctus du myocarde inaugural vu à H1 dans le territoire inférolatéral, soit on dit, ce qui est la nouvelle nomenclature, syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du ST, mais toujours bien préciser que c'est inaugural, parce que ce n'est pas la même chose que chez un patient qui a déjà fait des infarctus. Toujours bien préciser qu'il est inférolatéral, et surtout ce qui est très important, c'est le délai d'intervention. Ici, on est à la première heure. Alors comment traiter ce patient? Donc la première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'une urgence absolue, c'est une des plus grandes urgences cardiologiques. Donc hospitalisation en soins intensifs de cardiologie, en général via le SAMU et en général après un passage par la salle de cathétérisme cardiaque. Ici, pour poser les choses à plat, je vais vous détailler tout ce qui se passe pour ce patient. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie réelle. On commence par la coronarographie, par exemple, avant qu'il soit hospitalisé en urgence, mais peu importe. Une fois que le patient est hospitalisé, donc repos strict au lit pendant au moins 48 heures. Ensuite, une surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de l'électrocardiogramme et de la saturation. Il faut que le patient soit perfusé avec au moins une voie veineuse périphérique. Ensuite, on va traiter la nécrose myocardique en voie de constitution. Alors, les médicaments les plus importants. D'abord, les antiagrégants plaquettaires. Il y en a 3. Le premier, le plus important, c'est l'aspirine. En général, il est fait par l'équipe du SAMU dès qu'il constate les signes d'infarctus à électrocardiogramme. C'est un bolus de 500 mg et ensuite 250 mg par jour environ. Deuxième antiagrégant plaquettaire qu'on va utiliser, le clopidogrel, Plavix.
C'est une dose de charge de 8 comprimés par jour environ, donc ça fait 600 mg. Ça peut être 4 comprimés par jour chez les patients plus maigres. Et ensuite, c'est 1 comprimé par jour. Ensuite, il faut que le patient soit anticoagulé de manière efficace pendant au moins 48 heures. Le seul médicament qui a l'AMM à ce jour, c'est l'héparine non fractionnée. Donc vous faites un bolus de 5000 unités, et ensuite c'est une dose pour une héparinémie entre 0,3 et 0,6, ou un TCA entre 2 et 3 fois le témoin. Certains utilisent l'héparine de bas point moléculaire, mais c'est encore au stade de protocole, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Autre traitement très important, les antalgiques. Une fois que vous avez le diagnostic à l'électrocardiogramme et sur la clinique, ça ne sert à rien de laisser le patient avoir mal. Donc il faut utiliser les antalgiques, en particulier la morphine pour calmer la douleur. Ça en général c'est fait par l'équipe du SAMU. Nouveau médicament qu'on utilise quasiment systématiquement dans le traitement de l'infarctus du myocarde, c'est un autre antiagrégant plaquettaire, en plus de l'aspirine et en plus du Plavix, les anti-GP2B3A. Celui qui a l'AMM dans l'infarctus du myocarde, le SCA-ST+, c'est le Réopro. Le bolus de Réopro est fait en général par l'équipe du SAMU, il peut se faire en salle de cathétérisme cardiaque, et sinon, ensuite, il y a une dose adaptée au poids pendant les 12 heures qui suivent l'angioplastie coronaire. Sachez simplement que si vous traitez votre patient par Réopro, la dose d'héparine sera diminuée de moitié par rapport à celle que vous utiliseriez s'il n'avait pas de Réopro. Reste du traitement, le traitement anti-ischémique. Celui qui a l'AMM est celui qui a montré le plus d'efficacité, en particulier dans la prévention des troubles du rythme ventriculaire à la phase aiguë de l'infarctus, c'est les bêta-bloquants. Simplement, il faudra bien les utiliser avec prudence. Pas d'utilisation en cas de bradycardie, de syndrome vagal ou nodal. Donc ici, infarctus inférieur, il faudra faire attention. Et surtout, contre-indication en cas de mauvaise tolérance hémodynamique, hypotension artérielle, choc, insuffisance cardiaque. Autre traitement qu'on utilisait mais qu'on n'utilise plus, les dérivés nitrés. En général, les dérivés nitrés ne sont actifs que si l'infarctus est dû à un spasme coronaire. En l'absence de spasme, ils seront inactifs puisqu'ils ne peuvent pas déboucher l'artère. Ils font simplement baisser la tension et vous empêcher, par exemple, d'utiliser d'autres traitements. Ensuite, et en pratique, ce qui se fait avant tout, c'est le traitement de la nécrose. Donc là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est la fibrinolyse, la thrombolyse, qui peut se faire en préhospitalier par l'équipe du SAMU, par exemple. Chez ce patient qui a H1 d'un infarctus inférieur, la thrombolyse fera aussi bien que la coronarographie, donc il faut le citer dans votre réponse. Par contre, on peut décider dès ce stade de faire une coronarographie. C'est l'autre alternative. Donc la coronarographie, c'est un examen invasif, une injection de produits de contraste iodé. Donc ça se fait en salle de cathétérisme cardiaque et le patient passera ensuite à l'USIC. La coronarographie va vous permettre de voir l'artère responsable de l'infarctus qui est occluse et on va pouvoir en même temps la traiter, cette artère occluse, en la dilatant et en mettant a priori un stent. Dans quasiment 100% des cas, les artères dilatées sont stentées. En phase aiguë d'infarctus, on met toujours des stents non actifs puisqu'on n'a pas encore assez de recul sur ces stents pour dire qu'ils sont indiqués à chaque fois. Le reste du traitement, qui pourrait être débuté un petit peu au décours, une statine qui sera obligatoire en prévention secondaire. Il faudra débuter des IEC au décours, mais pour l'instant ce n'est pas utile. Et comme chez tous les patients hospitalisés en réanimation, les mesures symptomatiques, en particulier la prévention d'ulcères de stress, surtout que ce patient va être sous double antiagrégant et anticoagulation. Donc ici, vous avez des images d'une coronarographie qui pourrait être celle de ce patient. Ici, donc, c'est l'artère coronaire droite. Les sondes sont juste à l'ostium de la coronaire droite. On injecte de l'iode qui suit le trajet de l'artère. Premier coude, ici. Deuxième coude qui devrait se trouver là. Troisième coude ici. Et on voit que l'artère s'arrête ici. Donc l'artère est bouchée à ce site. Ici, le coronarographiste passe un guide à travers l'occlusion. Il passe un ballon qui est recouvert d'un stent. Il gonfle ce ballonnet, ce qu'on voit ici. Et ensuite, lorsqu'il est dégonflé, on voit qu'on récupère une artère coronaire normale avec un long trajet de coronaire droite qui était absent sur le premier schéma. Ici, je vous ai mis quelques diapos concernant les médicaments qu'il faut donner en phase aiguë d'infarctus. Le premier, c'est les antiagrégants plaquettaires, en particulier l'aspirine. Donc vous voyez ici en bleu, en ce qui concerne la cardiopathie ischémique, l'infarctus, il diminue environ de 30% le risque de récidive d'infarctus chez les patients qui en ont fait un. De même, les bêta-bloquants diminuent également de 30% le risque d'infarctus. Donc c'est un traitement qu'il faut absolument donner le plus tôt possible dès que c'est toléré et au long cours chez les patients qui ont fait un infarctus. Autre classe médicamenteuse importante, les IEC. Ici, c'est la réduction de la mortalité. Vous voyez que différents IEC qui ont été utilisés dans différentes études diminuent à chaque fois d'au moins 20% le taux de mortalité au long cours, en particulier par insuffisance cardiaque. Ici, c'est un schéma qui reprend tous les médicaments qui ont l'autorisation de mise sur le marché dans le post-infarctus. Ici, vous avez rajouté la thrombolyse pour vous dire que l'efficacité était aléatoire, que ça dépendait du délai d'intervention. Les antiagrégants plaquettaires, donc, qui diminuent d'environ 20% la mortalité. Les bêta-bloquants diminuent d'environ 20% la mortalité. Les IEC, selon les études, en général, c'est aux alentours de 20%. Donc il faudra les donner en post-infarctus. Et les statines, également aux alentours de 20, 25, voire 30%. Donc tous ces médicaments, il faudra les donner en post-infarctus,
en traitement de fond à vie pour le patient. Question suivante, 2 diagnostics à évoquer devant l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque droite chez le patient et comment les dépister par des examens complémentaires simples. Donc à l'apparition de signes droits après un infarctus inférieur, il y a 2 hypothèses diagnostiques. La première, et c'est celle qui est a priori le cas ici, c'est la nécrose du ventricule droit, qui est une complication classique de l'infarctus inférieur, surtout lorsque la coronaire droite est occluse à son ostium ou au premier segment. Donc ça se traduit par une dégradation hémodynamique et l'apparition de signes droits. L'autre diagnostic différentiel, c'est celui de tamponnade. Vous pouvez avoir une tamponnade en phase aiguë d'infarctus par fissuration du cœur qui est nécrosé dans le péricarde. Donc le sang va se mettre dans l'enveloppe du cœur et là il faudra vite faire opérer les patients. Comment faire la différence entre les deux? Par des examens simples. Le premier, c'est l'électrocardiogramme avec les dérivations du ventricule droit, qu'il faudra faire de toute façon dès le diagnostic. Normalement, l'équipe du SAMU l'a déjà fait. Donc c'est les dérivations V3R et V4R qui sont symétriques à V3 et V4. L'autre examen qu'il faudra faire en urgence, c'est l'échographie cardiaque transthoracique qui va vous permettre de voir si le ventricule droit est dilaté, hypokinétique, ce qui voudrait qu'il est en train de se nécroser. Et vous allez par contre voir tout de suite s'il y a un épanchement péricardique. Dans ce cas-là, ce ne sera pas le cas et donc on aura quasiment le diagnostic d'extension au ventricule droit certain. Donc voici maintenant un électro du patient. Donc on a un rythme qui est toujours, qui n'est cette fois plus sinusal, puisque vous voyez sur le tracé long qui est en bas que les ondes P ne sont pas toutes suivies d'un QRS. Il y en a une ici dans l'onde T, une autre ici, une autre là, une autre a priori ici, une autre là, etc., etc. Probablement une qui se trouve dans le QRS. Donc un rythme non sinusal. Par contre, le rythme est régulier. Les ventriculogrammes ont une cadence fixe qui est très lente. 300, 150, 100, 75, 60, 55, 40, à peu près 35 par minute. Les oreillettes, quant à elles, battent à 300, 150, 100 par minute. Donc un rythme non sinusal, aux alentours de 40 par minute, mais régulier. Les ondes P battent à leur propre compte et les ventriculogrammes battent également à leur propre compte. Donc il y a une dissociation auriculo-ventriculaire. Le reste de l'interprétation électrocardiogramme, vous voyez que l'axe est légèrement dévié à droite, que les QRS sont un tout petit peu plus larges. Il y a une persistance du sus-décalage dans les dérivations inférieures et latérales. On regarde maintenant la suite du tracé. Ici, c'est les dérivations du ventricule droit, V3R et V4R. Vous voyez qu'il y a également un sus-décalage. Les dérivations postérieures V7, V8, V9, il n'y a pas de sus-décalage du ST. Donc, on a une bradycardie non sinusale avec une fréquence ventriculaire aux alentours de 40-45 par minute. Le sus-décalage a atteint maintenant les dérivations du ventricule droit. Donc le diagnostic, c'est celui d'extension OVD de la nécrose et également celui de bloc auriculo-ventriculaire complet. Cliniquement, le patient est en choc cardiogénique. Alors comment traiter le trouble de la conduction? Il y a différentes manières. Le premier, c'est la réouverture la plus précoce de l'artère. Dans l'infarctus inférieur, les troubles conductifs sont en général nodaux, donc il n'est pas sûr que la réouverture de l'artère soit tout de suite efficace. Ce serait le cas dans des BAV ischémiques comme on peut l'avoir dans les grands infarctus antérieurs. En tout cas, ça fait partie des possibilités thérapeutiques. Ensuite, comme il s'agit d'un trouble conductif nodal ou vagal, un médicament qui est efficace, c'est l'atropine en injection IV ou sous-cutanée par exemple. En cas d'échec, on pourra utiliser un autre tachycardisant, l'isoprénaline, l'isuprel. Et si jamais ça ne marche pas, et même si ça marche pour éviter les récidives, on pourra la garder pendant quelques heures, on propose une sonde d'entraînement électrosystolique en même temps que la coronarographie par voie veineuse fémorale centrale, pour permettre de stimuler les ventricules. En ce qui concerne le traitement, ici, il s'agit d'un choc cardiogénique par extension ventricule droit. Donc on peut remplir le patient par des macromolécules, ce qui serait contre-indiqué en cas de choc cardiogénique par atteinte du ventricule gauche. Ici, le ventricule droit ne fonctionne plus parce qu'il est nécrosé ou en train de se nécroser. Donc il faut l'aider à se remplir. Et pour ça, il faut le remplir au maximum par des macromolécules, voire du sérum physiologique. Ensuite, il faut l'aider à se contracter. Et pour ça, on utilise des inotropes positifs. Si vous avez utilisé de l'isuprel à la première question, ça peut suffire. Sinon, vous pouvez utiliser un autre inotrope positif qui agit bien sur le ventricule droit, la dopamine, ou alors carrément l'adrénaline. Pour certains, dès qu'il y a une extension OVD, il faut mettre un monitorage des pressions droite par sonde de Swan-Ganz. Quels médicaments sont alors contre-indiqués? Chez ce patient qui a un choc cardiogénique par extension OVD de l'infarctus, il faudra éviter tous les médicaments vasodilatateurs, en particulier les dérivés nitrés, mais également les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les IEC qui ont l'AMM en post-infarctus, il faudra essayer de les réintroduire dès que possible, dès que le choc sera terminé. Autres médicaments contre-indiqués, compte tenu d'une part de l'hypotension et du choc, et d'autre part du trouble conductif, les bêta-bloquants évidemment. Tous les antiarythmiques sont contre-indiqués à ce stade du dossier. Ça paraît logique. Quelle artère est a priori atteinte?
Dans l'extension au ventricule droit de l'infarctus, il s'agit forcément de la coronaire droite ostiale, puisque c'est de cet endroit-là que naît la branche qui vascularise le ventricule droit. Dernière question, quelles complications mécaniques redoutées dans ce contexte? Donc on n'a pas les mêmes complications mécaniques dans l'infarctus inférieur que dans l'infarctus antérieur. La première, la rupture septale. Donc il s'agit d'une nécrose du septum interventriculaire sur sa paroi inférieure ou basse. Donc ça va donner une communication interventriculaire. Cliniquement, ça va se traduire par un gros souffle systolique qui irradie en rayon de roue, qui n'existait pas auparavant et qui va vite se compliquer d'insuffisance cardiaque. Le traitement de la rupture septale, il est en général chirurgical par une fermeture de cette rupture par un patch. Autre complication mécanique, rupture du ventricule gauche. Donc on a vu que ça pouvait être dans le péricarde et donner une tamponnade qui peut se traiter par chirurgie cardiaque. Si la rupture se fait en paroi libre, il va y avoir un hémomédiastin qui peut se compliquer donc de mort subite. Autre complication mécanique, l'insuffisance mitrale ischémique par ischémie ou nécrose d'un pilier de la mitrale. Donc il va y avoir une diminution de la mobilité de la petite valve mitrale qui va être responsable d'une fuite qui aura un trajet particulier qu'on va voir après. Autre complication mécanique, l'anévrisme du ventricule gauche qui peut atteindre la paroi inférieure, qui peut lui-même être responsable d'arythmie ventriculaire, d'insuffisance cardiaque, qui peut se compliquer de rupture, de thrombose et d'embolie. Ici, vous avez une image d'échographie cardiaque transthoracique en coupe apicale. La sonde se trouve par ici. Ici, vous avez le ventricule gauche, la pointe, la paroi inférolatérale et le septum. Ici, c'est l'oreillette gauche. Et ici, vous avez le ventricule droit et l'oreillette droite. Ici, donc, c'est le septum interventriculaire. La rupture septale, elle aurait lieu ici si elle avait lieu. Ici, vous avez la valve mitrale, la grande valve et la petite valve qui est là. Et vous voyez ici qu'il y a une régurgitation de sang, c'est tout ce qu'on voit en jaune. Ici, c'est la zone de convergence et toute cette partie jaune est un reflux de sang en systole, alors que la valve mitrale est fermée du ventricule gauche dans l'oreillette gauche. Donc ça, c'est l'insuffisance mitrale ischémique. Ici, vous avez une grande dilatation cardiaque post-infarctus. Vous voyez ici, la taille du cœur est probablement un petit peu plus petite. Autre complication, l'anévrisme ventriculaire gauche. Ici, vous avez en coupe de cavité la paroi inférieure du cœur avec ici le pilier de la petite valve mitrale qui se trouve là, la grande valve mitrale. Ici, c'est la paroi antérieure. Donc, je vous ai donné l'exemple d'un infarctus antérieur ici, où vous avez une déformation de toute la pointe, où vous voyez il n'y a plus du tout de muscles, plus du tout de paroi musculaire, comme c'est le cas sur la pointe et la paroi inférieure. Enfin, dernière complication, la présence d'un thrombus intracardiaque, toujours une coupe apicale des quatre cavités, paroi inférolatérale, septum interventriculaire, ventricule droit ici, valve tricuspide, oreillette droite, oreillette gauche, valve mitrale. Ici, on voit bien à la pointe du cœur un énorme thrombus, qui est cette image hyper échogène, donc qui justifie une anticoagulation au long cours pour éviter la possibilité d'embolie artérielle périphérique.